Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Michel Botman et je suis heureux de vous accueillir sur la FEO en lien pour cette présentation de Camille Blanchard-Seguin et de Rachel Collishaw qui s'intitule Le droit de vote au fil du temps. On est un tout petit groupe aujourd'hui, comme je l'ai expliqué. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. En principe, on a beaucoup de fatigue à cause de Zoom, à cause du fait que les enseignants sont beaucoup sur Zoom. Et puis, on a appris aujourd'hui que Bell avait des problèmes techniques. Donc, ça peut aussi être une des raisons. Alors, avant de commencer, je voudrais lire un petit texte que la FEO nous demande de lire avant chaque présentation. Nous tenons d'abord à souligner que nous sommes rassemblés sur les territoires de divers peuples autochtones. Nous reconnaissons en outre leur intendance de ces terres dans lesquelles nous vivons, apprenons, travaillons et jouons. Pardon. Alors, nous avons Camille Blanchard-Seguin et Rachel Collishaw de Élections Canada avec nous aujourd'hui. Alors, Camille Blanchard-Seguin est une enseignante certifiée par l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario qui travaille avec la branche d'éducation civique d'Élections Canada. Elle a travaillé plusieurs années en éducation avec la Bibliothèque du Parlement et termine présentement sa maîtrise à OISI. Elle s'intéresse à l'inclusion, à la langue française et à l'action citoyenne. Et la deuxième présentatrice, c'est Rachel Collishaw. Et Rachel is a secondary school teacher and instructional coach in the Ottawa area. She's the recipient of the 2013 Government General History Award for Excellence in Teaching and the author of several history and citizenship learning resources. And she's currently on secondment as pedagogical advisor to Election Canada. And so it's a small group. So Louis-Philippe and Cara and Yves, I guess I will encourage you to participate and to jump in. Since it's a very, very small group, we can make it very informal. And I'm going to now pass the baton to Camille and invite her to present the subject and start the presentation. So you can share your screen, Camille, if you want. Excellent. Thank you. Thank you. Pourquoi je parle en anglais? On a juste continué en anglais. Oui, je suis désolé d'avoir parlé anglais, mais c'est parce que j'ai lu le texte de Rachel en anglais. Voilà. Mais enfin bon, voilà. On repasse au français maintenant. Voilà. Et voilà. Bon. Alors, merci beaucoup pour cette introduction, Michel. On va présenter justement, Rachel et moi, le droit de vote au fil du temps, une présentation sur le questionnement et puis l'apprentissage hybride, étant donné qu'on sait que le personnel enseignant a beaucoup dû changer ses méthodes récemment et puis doit trouver des nouvelles méthodes hybrides pour présenter. Alors, pour d'abord connaître un peu qui est dans la salle avec nous, on vous invite à répondre aux questions du sondage que Michel ou Rachel vont placer dans la boîte de discussion, dans le chat, si vous voulez. Et puis, Rachel, tu as quelque chose à dire? Merci, Rachel. Les faits. OK, merci beaucoup. Donc, c'est tout simplement quelques petites questions pour savoir à qui on s'adresse un peu plus aujourd'hui. Merci. Puis, je Alors, je vais vous laisser répondre au sondage. Je m'excuse d'avoir parlé en anglais, mais on a tellement l'habitude de parler anglais que, voilà, moi, j'habite à Toronto, alors je ne parle plus très, très souvent le français. Et donc, je vais laisser tout le monde participer à ce sondage. Et dans quelques minutes, on se retrouve sur Zoom. Super. Et on a 3 réponses et je crois qu'on a 3 personnes qui participent aujourd'hui. Alors, oui. J'imagine que c'est ça. La majorité sont en classe seulement, mais on a quelqu'un qui fait de l'apprentissage hybride. Généralement, à quel point on connaît l'apprentissage hybride, ça se figure entre le 3 et le 4. Et puis, dans quelle mesure avez-vous confiance en vos capacités à enseigner au sujet des élections et de la démocratie? Ici, on est un peu plus séparés sur le spectre allant de 1 à 5. Et puis, dans quelle mesure connaissez-vous les ressources éducatives d'Élections Canada? On est quand même dans la moitié la plus basse. Donc, je suis contente de pouvoir vous faire une introduction à nos ressources aujourd'hui. Bon, alors, sur ce,
lançons-nous. Donc, les ressources éducatives d'Élections Canada, justement, elles sont des ressources qu'on a créées. On a commencé ce processus-là il y a quelques années en consultant des enseignants et des enseignantes de partout au pays. Et puis, ce qu'on a compris, c'est que ce que vous vouliez, c'était des ressources qui étaient fondées sur le questionnement, donc qui tournent autour d'une question d'enquête, interdisciplinaire, collaborative, non partisane, bilingue, accessible et gratuite. Donc, c'est... Camille, oui? t'es pas sur les Oh, diapos. mon Dieu. Merci. Alors, là, on Vraiment y pas, ça est. m'arrive à tous les jours. Je suis en train de présenter à mes élèves, puis je suis pas dans mes diapos. C'est la Ça m'arrive la réalité, moitié hein? du temps, puis j'ai un élève qui lève la main, puis c'est comme, Monsieur, on voit pas ce que tu fais. Ah! Merci beaucoup. Ouais, je pense que ça nous arrive tous récemment. C'est pour ça que Donc, je suis là. ouais, merci Rachel, j'apprécie l'intervention. En équipe. Donc, comme je disais justement, nos ressources sont fondées sur le questionnement interdisciplinaire, collaborative, non partisane, bilingue, accessible et gratuite. Donc, c'est le cas pour toutes les ressources les ressources pédagogiques qu'on vous offre. Toutes les leçons sont créées à partir d'une idée clé, d'une question d'enquête, et elles sont toujours séparées en 3 volets, c'est-à-dire la réflexion, l'activité et la consolidation. Et puis, nos ressources contiennent du matériel interactif et pratique. Donc, vous pouvez vous pouvez commander les trousses physiques ou télécharger les ressources sur notre site web et les imprimer vous-même. Mais si vous voulez, si vous les commandez, on va vous les envoyer par la poste, encore une fois, gratuitement. À la fin de la présentation, on va vous donner le lien pour faire ça si ça vous intéresse. Dans les ressources, il y a également du contenu de qualité comme des vidéos, des cartes, des données, des infographies, des études de cas et d'autres choses aussi. Donc, on va vous inviter à aller explorer ça à la fin. Maintenant, comme j'ai dit, puisque on sait que le travail des enseignants et des enseignantes a changé récemment, on a également fait des adaptations de nos ressources pour avoir des ressources qui sont adaptées à l'apprentissage hybride. Donc, on vous invite à pouvoir utiliser les ressources en classe et en ligne, et puis faire quelle partie de la leçon qui vous plaît en classe ou en ligne. Donc, je vais vous donner un exemple ici du guide de l'apprentissage en ligne. Donc, pour chaque section ici, chaque rangée que vous pouvez voir, là, cette fois-ci, je vous partage bien mon écran. Oui. OK, parfait, merci. Donc, chaque section, vous pourriez choisir, par exemple, de faire la réflexion en ligne avant le cours, d'inviter les élèves à faire cette réflexion-là par eux-mêmes avant. Ensuite, faire l'activité, peut-être en salle de classe ou une partie en salle de classe, une autre partie en ligne. Et enfin, faire la consolidation en salle de classe. C'est vraiment à vous. On sait que c'est vous qui connaissez vos élèves, votre salle de classe et vos besoins le mieux pour vous-même. Donc, c'est ce qu'on propose. Alors, l'apprentissage hybride, justement, prévoit qu'il y ait un lien entre l'apprentissage qui a lieu en classe et en ligne. Ça prévoit également l'utilisation d'un EAV, d'un environnement d'apprentissage virtuel. Une collaboration accrue entre les élèves et l'enseignant, et puis un meilleur contrôle pour les élèves sur le moment et le lieu où ils apprennent, ainsi que sur leur rythme et leur parcours d'apprentissage, et enfin la redistribution du temps d'apprentissage. Donc, certaines parties de la leçon pourraient être faites à l'extérieur des heures de classe si c'est une manière que vous aimez fonctionner pour que les élèves commencent à penser à la leçon avant de faire une activité en groupe ou quelque chose du genre. Donc, sur ça, on va vous présenter notre première ressource hybride ici, qui est le droit de vote au fil du temps, qui vise à explorer les enjeux liés à l'inclusion depuis 1867. La question d'enquête qui guide cette leçon-là, c'est à quel point notre démocratie est-elle inclusive? Donc, pour commencer la leçon, on commence toujours avec une réflexion d'environ 5 minutes. Et pour cette réflexion-ci, on invite les élèves à penser à une situation où ils se sont sentis exclus. Donc, pour faire l'expérience de cette leçon, je vais vous inviter à suivre le lien qui va être dans la discussion ici sur Zoom pour pouvoir faire l'activité de réflexion en ligne avec nous.
Donc, si on faisait cette activité en salle de classe, on distribue des petits des papillons adhésifs, là, des post-it aux élèves pour ils nous disent comment est-ce comment est-ce qu'ils se sont sentis dans une situation d'exclusion. On ne cherche pas les détails sur la situation telle qu'elle, vraiment juste des sentiments, des mots qui représentent comment ils se sentent. Et puis, comme vous allez sûrement voir dans l'activité en ligne, notre prochaine question est de penser à une situation où ils se sont sentis inclus. Évidemment, on veut aussi protéger l'anonymat des élèves, donc autant en classe qu'en ligne, on ne leur demande pas de mettre d'informations qui les rendraient plus anonymes. Pour moi, c'est une bonne réflexion du vocabulaire de classe pour lire les réponses. Donc, alors, si les réponses sont plutôt tristes ou heureuses, c'est signe que c'est temps de développer un peu de vocabulaire ici. Donc, on peut justement, après avoir regardé, ça nous donne une idée du vocabulaire des élèves, et puis on peut faire un retour sur ce vocabulaire-là ensemble, essayer de décrire en fait qu'est-ce que c'est l'inclusion et l'exclusion en commençant avec les mots qu'ils ont choisis. Donc, si on parle de malheureux, mal à l'aise, se sentir moins que, ou se sentir bien dans sa peau, être dans des situations où est-ce qu'on se sent comme si on est chez soi, faire un retour puis animer une discussion, une courte discussion de groupe sur qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion et l'exclusion. C'est ce qui nous permet, en fait, de passer dans l'activité telle qu'elle. Donc ici, en fait, on voit le directeur général des élections, Stéphane Perrault, qui a fait l'activité avec une salle de classe avec des élèves à Toronto. Donc, on a l'exclusion et l'inclusion et justement tous les papillons adhésifs avec les mots des élèves. Donc, ça nous amène à être prêts à passer à notre activité qui commence avec une étude de cas. Donc, la trousse physique ou la trousse que vous pouvez télécharger contient 4 cartes contextuelles avec des études de cas, une sur les femmes, une sur les jeunes, une sur les Canadiens d'origine japonaise et une sur les peuples des Premières Nations. On continue. Les élèves vont commencer par lire la carte à voix haute dans la salle de classe et puis ensuite placer sur la ligne du temps des événements par rapport à d'abord la date sur laquelle ils arrivent et puis si on les trouve inclusifs ou exclusifs comme événements en retournant vers qu'est-ce qu'on a défini comme étant inclusif et exclusif. Pour, par contre, s'adapter à l'apprentissage hybride, on envoie les élèves vers un lien aux études de cas que je viens de mentionner, au lieu de leur donner, évidemment, une carte physique en salle de classe. Donc, on va encore une fois vous donner un lien dans le chat, dans la discussion, pour que vous puissiez aller voir, justement, ces cartes contextuelles-là. C'était le précédent, je pense. Oui, le précédent, pas le dernier. Le dernier, ouais. je l'ai mis un peu trop en avance. Pardon. Oh, pas de problème. Merci, Michel. Donc, on va vous donner quelques minutes pour passer à travers cette partie-ci de l'activité. Alors, vous avez l'étude du cas des peuples des Premières Nations. Alors, si vous n'avez pas le bon étude du cas, retournez, cliquez sur l'autre lien. Oui, c'est le lien précédent. J'ai été un peu trop vite. Je suis 2 diapos en avance déjà. Ça devrait ressembler un petit peu à ceci. Et donc, toutes ces ressources sont sur le site web d'Élections Canada. Oui, exactement. Oui, nous allons vous montrer comment les rechercher à la fin. Enfin, oui.
car c'est vraiment important de faire les copies, de faire vos propres copies avant pour que vos réponses ne reviennent pas à nous, mais à toi. Oui, oui, évidemment, pour votre propre salle de classe. Peut-être même une copie par classe si vous enseignez plus qu'une fois le même cours. Je reçois à peu près 5 à 10 réponses par semaine pour chacun des études de cas, mais je les laisse parce qu'on peut voir un peu comment ça a l'air avec toute une classe. Tout le monde travaille. Ils font passer un petit peu avec ça. Oui, je vois, il y a plusieurs questions. Moi, je regarde de loin, mais c'est vrai qu'il y a... Oui, c'est sûr, Yves, j'ai beaucoup d'anecdotes. Voilà les résultats qui s'affichent. Oui, je vais juste vérifier. Je ne sais pas si je peux voir deux réponses pour l'instant. Je vais attendre juste un peu plus longtemps. Et donc, chaque professeur peut, personnaliser cette étude? Oui. Oui, donc, les professeurs peuvent faire leur propre copie du formulaire sur Google. Oui. Rachel, en fait, est-ce que tu veux préciser s'il pourrait faire des changements ou pas? Oui, mais il n'y a pas... Ce n'est pas nécessaire de faire des changements. En tout cas, c'est la version en langue simplifiée qu'on a mis en ligne avec ces ressources, mais nous avons une version qui est avec la langue un peu plus détaillée, plus avancée pour les élèves de la classe en académique. Oui? Louis-Philippe, je t'entends pas. Maintenant? Oui, maintenant je t'entends. Ce que j'allais dire, c'est qu'avec si tu as plus qu'un cours qui fait la diapo, tu peux ajouter une question au début qui indique de quel cours, à quel cours Ah, ben oui. donner. Puis après ça, tu peux collecter les données pour les deux cours dans la même, puis tu peux les diviser puis les modifier dans le Google Sheet à la fin. Oui, bonne idée. Merci. C'est ce que je fais, puis après ça, tu peux toujours, si tu vas dans les réponses, éliminer les réponses dans le formulaire. Dans la section réponses et ça ne les enlève pas dans la feuille de... dans la feuille... Sheets. Ouais. OK, mais merci. C'est toujours bien de parler... Dans le tableur. Oui, de parler aux gens qui ont des pratiques. Je me resserre de mes quiz comme à chaque semestre, des fois comme à chaque 2-3 semaines, dépendant. OK, merci pour l'astuce. Donc, je crois qu'on a les trois réponses maintenant. Donc, on peut avoir une idée justement de voir déjà le premier événement en 1867. On voit que tout le monde l'a mis dans soit exclusion -1 ou -2. Donc, je pense que généralement, il y a un peu un consensus que c'est exclusif. Et puis, en fait, ici, on a plus de différences. Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire avec notre salle de classe, c'est de voir comment les élèves sont en accord ou en désaccord. Et puis, ça nous donne des bons points de départ pour des discussions. Mais ce qu'on veut pouvoir faire vraiment, c'est de retourner, non, je veux aller à notre ligne du temps qui, lorsqu'on utilise dans la salle de classe, on aurait vraiment en papier pour pouvoir placer les choses sur l'axe de l'inclusion et de l'exclusion. Mais ici, pour le faire en ligne et puis avoir un visuel de cette ligne du temps-là, on peut justement bouger les choses nous-mêmes. Et puis pour voir le texte qui accompagne ça n'a pas fonctionné.
Pardon, voilà. Pour voir le texte qui accompagne les images, il suffit d'appuyer sur Ctrl, Alt et Y. Ça nous fait apparaître justement le texte alternatif qui donne l'explication de justement cet événement-là en 1867. Donc, si on a vu que les gens étaient généralement d'accord que ça allait à -1 ou -2, on pourrait le placer ici. Et puis, la prochaine chose, on avait une discussion par rapport à si c'est inclusif ou exclusif. On ferait le même processus pour placer chacune des cartes par rapport à leur niveau d'inclusion ou d'exclusion selon ce que les élèves pensent. Rachel, as-tu quelque chose à ajouter dans Oui. cette... Je voulais justement expliquer un petit peu au sujet du carte depuis des temps immémoriaux jusqu'à présent que vous voyez là, sans date, mais avec une petite cercle. Voilà, merci. Et c'était vraiment important pour nous et pour les peuples des Premières Nations et des gens, des éducateurs et nos collègues qu'on avait consultés avec dans développant cette ressource, qu'il y aura une carte qui indique que les peuples des Premières Nations ont leur propre méthode de gouvernement qui continue pour des milliers d'années avant le Canada et qui continue dans le Canada aussi et pour le futur. Alors, pour les étudiants, pour les élèves, c'est vraiment difficile pour eux de placer cette carte-là. Et des fois, ils le placent tout au début, peut-être hors du ligne de temps, à la fin, peut-être en haut du ligne de temps et ça bouge. C'est vraiment intéressant de voir comment les étudiants, des élèves font avec cette carte-là. Excellent, merci beaucoup. Donc, de retour à notre présentation. Là, je suis de retour pour vrai, je pense que oui. On a sur les cartes en papier, une des choses qu'on vous propose de faire, c'est d'aider les élèves à choisir un tournant historique, un moment où les choses ont commencé à changer, à l'aide d'un cadre, vraiment juste un cadre en carton qui place autour d'un des événements sur leur échelle. Et puis, ça permet d'introduire des concepts de la pensée historique comme la continuité, le changement et tout ça. Donc, évidemment, on a voulu avoir une adaptation pour faire cela en ligne également. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est ce qu'on vous invite à inviter les élèves à faire, c'est d'ajouter une forme. On peut soit prendre une étoile ou même un cadre tel quel, et puis choisir quel événement autour duquel on veut mettre un cadre pour, si on place comme ça, pour choisir justement notre tournant historique pour pouvoir introduire ce genre de concept-là dans la leçon. Et pour avoir une petite discussion avec les élèves, on peut voir quand on place toutes les cartes où il y a des choses qui arrivent toutes ensemble ou des choses, il y a des grands temps où pas beaucoup s'arrive. Alors, avec les dates et puis l'inclusion, l'exclusion, on peut voir beaucoup de c'est quoi trends? Je le sais, mais... Des modes. Des modes, oui. Des modes un petit peu et qu'est-ce qui arrive au fil du temps. Voyons. Oui, justement. Donc là, je donne juste un exemple sans du tout vérifier les événements s'ils sont inclusifs ou exclusifs, mais qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air pour les élèves. Alors, si on continue, après la réflexion et l'activité, on veut toujours faire une consolidation. Donc, la réflexion et la discussion tournent autour de la question « Est-ce que l'obtention du droit de vote est toujours synonyme à l'inclusion dans une démocratie? Donc, pour les élèves en personne dans la salle de classe, il y a une version papier des questions
qui existent. Et puis pour l'enseignement à distance, on vous propose de mettre les questions dans un forum de discussion dans votre EAV. Pour également consolider l'apprentissage qui vient après l'activité, on a 2 outils qu'on vous propose. Une est une vidéo qui est le droit de vote au fil du temps, et puis une infographie qui présente en fait le pourcentage de gens qui avaient le droit de vote en 1867 et de nos jours. Donc, 2 manières un peu d'approcher une vue d'ensemble sur ce qu'on vient de voir. Enfin, pour terminer, on vous propose une réflexion individuelle sur les questions « Qu'est-ce qui vous a surpris au sujet des pratiques d'inclusion et d'exclusion de la démocratie canadienne? Quelle est la question que vous vous posez maintenant? Devrions-nous apporter d'autres changements à la démocratie canadienne pour la rendre plus inclusive? » Donc, encore une fois, dans le guide de réflexion pour l'enseignant, en salle de classe, il y a des feuilles que vous pouvez photocopier et puis un document sur Google pour l'enseignement à distance, si c'est ce que vous préférez. Donc, enfin, pour consolider notre présentation, on a terminé la présentation de l'activité telle quelle, de la leçon. On aimerait vous demander quels sont les points clés que vous avez retenus de notre présentation aujourd'hui. Donc, je vois que le formulaire a été mis dans le forum de discussion ici. Merci beaucoup. C'est un petit sondage, encore une fois, qu'on vous demande de remplir, mais cette fois-ci, je ne vais pas partager vos réponses avec le groupe dans la présentation, juste pour protéger vos données. Et s'il y a des questions que vous voulez poser sur le sondage ou bien avec nous tous ici, nous pouvons absolument les adresser. Oui, oui, c'est ça. Merci. Oui, comme c'est un tout petit groupe. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je ne sais pas si. C'est un tout petit groupe, donc il n'y a pas de problème. Hein. Si Yves et Louis-Philippe et Cara veulent partager leurs questions, leurs suggestions, etc. Moi, par exemple, je peux vous dire quelque chose, c'est que je suis d'origine belge, mais bon, maintenant, ça fait maintenant 25 ans que je suis au Canada. Alors, en Belgique, le vote est obligatoire. C'est-à-dire que c'est un des rares, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, mais il y en a quelques-uns, mais c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on a le droit de voter, c'est qu'on a l'obligation en Belgique. Et si on ne vote pas, on peut recevoir une amende, on doit payer une petite somme, sauf si on a une raison valable, évidemment, si on est malade ou que sais-je, mais il faut un certificat médical. Mais autrement, tout le monde est obligé de voter en Belgique, que ce soit pour les élections provinciales ou nationales, et même communales. Je pense même aussi pour les élections communales, le droit de vote est obligatoire. Et moi, quand je suis au Canada, ben, je dois voter par correspondance et je dois m'arranger pour donner procuration à quelqu'un pour voter pour moi en Belgique quand je ne suis pas sur le territoire belge. J'ai la double nationalité, évidemment. J'aurais dû dire ça au début, mais j'ai la double nationalité belge et canadienne. Je n'ai pas abandonné ma nationalité belge et donc je continue à voter à distance. C'est obligatoire. Ça me fait penser notre fac sur notre site web. Nous avons beaucoup de réponses aux questions des élèves et une de ces questions, je pense, qu'il est le vote obligatoire. Oui. Pourquoi n'est-ce pas le cas au Canada? Et puis, on a une réponse officielle d'Élections Canada en termes que les étudiants peuvent comprendre. Alors, je pense qu'il y a peu de pays qui exigent le vote. Il y a peu de pays. Australie, c'est sûr. Australie, mais je ne savais pas que la Belgique faisait ça aussi. Mais je sais que l'abstention est un problème énorme. Hein. Donc, il y a beaucoup d'abstention dans certains pays. Et évidemment, on peut toujours voter blanc. Évidemment, on doit voter, mais on peut voter blanc. On n'est pas obligé de voter, mais on est obligé de se présenter au bureau de vote et de mettre un bulletin dans l'urne, mais on peut évidemment gâcher son bulletin si on veut ou voter blanc si on veut, mais tout le monde doit se présenter au bureau de vote. Oui. Et je vois qu'Yves, tu as fait la réponse de la frise chronologique interactive et je connais une enseignante qui a fait ça avec ses élèves et elle a fait la copie
du dessin Google, et puis elle l'utilise pour toutes sortes d'autres sujets, qui est une partie de nos intentions de vous supporter avec des trucs pédagogiques qui sont vraiment engageants pour vos élèves. Rachel, en fait, de genre de comme activité pour terminer le semestre, pas cette année, mais comme dans un contexte ordinaire. J'amène mes élèves à l'extérieur de l'école, puis là, ils doivent choisir un événement. Dans le cours d'histoire 10e année, right? Ouais. Là, je leur demande, choisissez un événement que vous jugez qui est le plus significatif en termes de comme du progrès de l'identité canadienne entre le début du cours, Première Guerre mondiale, jusqu'à maintenant. Mais là, vous devez vous mettre en ordre chronologique à travers comme la classe au complet. Fait que, de ma gauche, on commence avec 1912, règlement 17, puis à la droite, c'est jusqu'à aujourd'hui. Là, alors, chaque élève doit, physique. genre, comme, oui, puis il doit comme exprimer pourquoi c'est son événement, c'est qu'est-ce qui est l'événement le plus marquant de l'identité canadienne. Fait qu'en tout cas, c'est certain que je ne peux pas faire ça cette année, mais au moins avec la grille interactive que m'avait envoyée, je n'ai jamais pensé de le faire comme ça, mais je pourrais l'utiliser et l'adapter, c'est certain. J'ai utilisé une grille comme ça dans ma classe aussi avec, on faisait un petit groupe, lesquels tous les groupes ont eu une différente thème, et puis ils devraient choisir les événements et les faire l'argument, faire le cas pour qu'ils soient, pour que ces événements soient les plus significatifs. Alors, c'est vraiment... Il y a plein de façons à faire les choses comme ça. Donc, Rachel, dans ton cas... Ouais, excusez. Oh, non, c'est beau. Je voulais savoir, donc, ils ont fait leur propre recherche dans ton cas, Rachel. Oui, en fait, petit peu, mais c'était comme revue à la fin de l'unité. OK. Alors, ils savaient les événements. et alors, c'était la revue. Et puis, on a eu toute une classe discussion pour déterminer quels seraient les événements qui seraient sur le mur du classe. Alors, il y avait pas grande place pour tous les événements, alors il fallait faire un choix. Ouais. Alors... Juste une question. Oui. Donc, parce que moi, je fais la même activité que Yves, mais moi, ce que je leur fais, c'est par la suite, ils doivent l'écrire j'ai un portfolio Google que je leur fais faire, qui est dans Google Forms. Puis là, je leur fais faire en se servant de PPE. Qu'est-ce que c'est, puis quel aspect de la pensée historique est-ce que tu te sers pour justifier ta réponse. Donc, oui, bonne idée. C'est des choses que je peux faire, mais j'aime vraiment, comme ton dessin, je vais définitivement m'en servir dans mon cours d'histoire. C'est là pour toi. Parce que c'est vraiment, même, je fais juste essayer de penser à comment je pourrais m'en servir dans leur portfolio. Donc, je suis en train d'essayer de penser à des idées parce que... Et puis là, l'autre astuce que je ne connaissais pas, c'était que tu pouvais intégrer du texte dans le dessin Google comme tu l'as fait. Ah oui, c'est merveilleux. Hein? C'est quoi le nom de cette fonction-là? Juste pour que je puisse faire un peu de recherche à mon propre temps. C'est le texte alternatif, je pense. Texte alternatif. Yeah. Ou en anglais, c'est alt text. Alors, c'est pour faire... l'accessibilité, généralement, alors je l'ai fait un peu. C'est pas un module, complémentaire, it's not an extension, c'est carrément. Non. C'est intégré. Nice. Alors, quand tu mets une image dedans, tu fais Ctrl Alt Y et puis vous avez la petite place. Je pense qu'on a une question dans le chat. Est-ce que Read and Write travaille avec texte alternatif? Je ne sais pas. Moi non plus. Mais si tu l'essaies, Cara, dites-le nous. Nous voulons absolument savoir. Merci. Donc, est-ce que, Rachel, moi, j'ai pas un œil présentement sur les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les réponses qu'on voulait adresser maintenant? Je me demande si mes collègues sont véritablement conscients des ressources disponibles développées par Élections Canada. Peut-être que non. Et est-ce qu'il y a des ressources pour français en bas, le Core French? Alors, le français qui est dans
les outils d'apprentissage hybride, c'est notre langage simplifié qui est écrit à un niveau de 4e, 5e année. Et le régulier, voyons donc, c'est à peu près une 8e, 9e année pour les élèves. Alors, vous pouvez vous juger. Nous avons construit le langage simplifié plutôt pour le français d'immersion, mais ça se peut que vous pouvez peut-être l'adapter encore plus si vous avez besoin. Donc, justement, ça nous amène en fait, pour répondre à la question sur les ressources que vos collègues connaissent ou ne connaissent peut-être pas. En fait, je crois qu'au début, dans notre sondage, on a des gens qui connaissaient plus ou moins les ressources d'Élections Canada. Donc, on est content de vous les présenter aujourd'hui. Comme Rachel a expliqué, toutes les ressources sont disponibles en anglais et en français et à chaque fois dans le langage simplifié ou le langage régulier. Donc, il y a toujours une version qui est un peu plus accessible aux apprenants de la langue. Mais encore une fois, évidemment, il faut juger pour le profil de notre propre salle de classe. Donc, on a différentes ressources. Ici, on a la démocratie et les compétences numériques. Voter est-il important? Le droit de vote au fil du temps qu'on vient d'explorer aujourd'hui. L'action citoyenne d'hier à aujourd'hui. Quelle élection? Élections en chiffres. Géographie des élections. La cartographie des circonscriptions électorales. Et puis la trousse pour une élection simultanée. Notre prochain webinaire, en fait, avec la FEO, c'est la démocratie et les compétences numériques qui va être le 9 février et ensuite l'élection en chiffres le 16 février. Donc, si vous voulez découvrir plus de nos ressources ou envoyer vos collègues à découvrir nos ressources, on va pouvoir vous en présenter d'autres. Et encore une fois, elles sont toutes disponibles sur notre site web qu'on va vous donner dans un instant. Les ressources correspondent également avec les programmes cadres, les curriculums de toutes les provinces et territoires. Donc, si vous voulez trouver comment est-ce que les ressources s'alignent avec le programme cadre que vous enseignez, vous pouvez utiliser notre outil de recherche. Donc, vous pouvez chercher par cours ou par matière, par langue ou par la ressource, également par province ou territoire pour trouver les ressources qui s'appliquent le plus à votre contexte. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Rachel? Non, super. Alors, enfin, si ça vous intéresse d'aller explorer, télécharger ou commander nos ressources, on est au électionsetdémocratie.ca. Donc, vous pouvez aller trouver les ressources sur ce site web-là. Je pense qu'il est peut-être aussi dans notre discussion. Je ne sais pas si on avait préparé ceci. Non, mais Camille, si tu veux démontrer un petit peu comment ça se trouve. Oui, absolument. Donc, si par exemple, on voulait explorer la ressource du droit de vote, en fait, on peut peut-être commencer avec, si on était sur l'accueil. Pour commander les ressources éducatives, c'est une des plaques ici. Vous pouvez les commander et puis ça vous amène au formulaire de commande ou simplement aller les explorer en ligne pour peut-être en apprendre un peu plus. Donc, on a différentes ressources. Et puis, si on allait voir le droit de vote au fil du temps, la ressource qu'on a vue aujourd'hui, on a ici un aperçu, l'idée clé, les domaines d'enseignement, une explication en fait, encore une fois, du langage simplifié. Et puis, vous pouvez ensuite accéder à la leçon. Donc, on a la description, les compétences, la préparation. Donc, ici, il y a le matériel que vous pouvez imprimer, mais que vous pouvez également commander, puis on va vous l'envoyer par la poste. Le matériel numérique, donc il existe justement, comme on vous a dit, les vidéos et les infographies, des choses comme ça. Et puis, oui, il y a aussi, vous avez vu une présentation à l'usage des enseignants. Alors, c'est vraiment très, très similaire à la présentation que Camille a faite ce soir. Oui, est-ce que je l'ai manqué? C'était dans la préparation, mais c'est aussi au bas de la page. OK, super. Donc, justement, oui, si vos collègues n'ont pas le temps pour toute une séance de formation comme celle-ci, il y a des vidéos en ligne qui sont de 5 à 7 minutes qui expliquent justement comment se servir de la ressource, qu'est-ce qui est inclus, des choses comme ça. Donc, vous pouvez toujours les envoyer vers ça.
Je vais mettre le lien ici. Ah, merci beaucoup. Et si on voulait une copie des Google formulaires, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Alors, Camille, si tu retournes au début, oui. Il y a un lien ici, version d'apprentissage hybride, et ça vous rend jusqu'à notre disque Google. Alors, le guide et tous les outils. Alors, faites vos propres copies. Je vous envoie une grosse caresse. Merci, mesdames. On la reçoit. On est contente de savoir que c'est utile pour vous, que vous voyez des applications à votre salle de classe. Et sur ce, en fait, nous, on vous remercie d'avoir participé aujourd'hui. Puis, en fait, s'il reste des questions, il nous reste quand même un peu de temps si vous voulez discuter, mais on veut aussi vous offrir la chance de terminer plus tôt. Je sais que Michel va faire une dernière conclusion également s'il n'y a pas de questions. Moi, c'est plus un commentaire. C'est plutôt, c'est toujours, ça fait longtemps que je le dis, là, puis Rachel va le savoir, c'est certain, là, mais les conseils de langue française n'appuient pas toujours des ressources qui viennent de l'extérieur du CFORP. Le centre. Puis le CFORP, merveilleux. Je suis bien content pour eux autres. Mais si ce n'est pas créé par eux, les conseils ont beaucoup de misère à en faire de la promotion et c'est véritablement dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de participation de la part des conseils de langue française et ces ressources-là ne se rendent pas aux enseignants de salle de classe parce qu'ils ont la problématique que si ce n'est pas créé par eux, ça ne compte pas. Donc, n'importe quelle occasion que vous avez de pouvoir partager ça avec les enseignants dans les 12 conseils de langue française, ça fait une grande différence parce que c'est un trésor. C'est des ressources pédagogiques de très grande qualité, mais ça ne se rend pas toujours aux individus en salle de classe. Merci beaucoup, Yves. Et tu es maintenant sur notre liste. Tu recevras une petite courriel de nous cette semaine ou peut-être la prochaine. Nous offrons maintenant des séances de perfectionnement professionnel tout partout au Canada. C'est ça. En français et en anglais, avec Camille ou avec notre collègue Joseph, qui est la vedette des vidéos de perfectionnement professionnel en français. Et alors, nous sommes préparés à vous présenter des séances virtuelles pour les groupes d'enseignants et enseignantes tout partout. Bien, merci. Vous pouvez toujours compter sur moi pour être un cheerleader, c'est certain. Merci. Merveilleux. Alors, merci beaucoup en tout cas Camille et Rachel et aussi Yves, Louis-Philippe et Cara pour cette présentation. Et Camille, c'était vraiment excellent, vraiment très très bien. Et je dois dire qu'il y a pas mal de ressources en français aussi sur le site de la FEO, même si c'est vrai que bon, OTF et l'Ontario est plutôt évidemment dirigé vers les ressources en anglais, mais on essaie toujours quand on fait, enfin pas toujours, mais le plus souvent possible quand on a des webinaires en anglais, on essaye aussi d'avoir des webinaires en français, et même si c'est des sessions avec des petits comités comme aujourd'hui, ces ressources existent. Et si vous allez sur le site, d'ailleurs quelque chose qui est très, très intéressant, si vous allez sur le site de la FEO et que vous allez rechercher sur les ressources, et je vais vous montrer le lien dans une seconde, vous pouvez faire des recherches par le nom du présentateur. Donc, si vous cherchez Camille Blanchard-Seguin, vous allez voir tout ce qu'elle a présenté, ou Rachel, vous pouvez voir tout ce qu'elle a présenté dans le passé et tous les enregistrements qui sont associés avec ce présentateur ou cette présentatrice. Donc, tout ça se trouve vraiment utile, ça. Oui, on peut retourner pas mal d'années en arrière. Moi, je travaille avec eux depuis 2016, mais il y a beaucoup d'années de ressources qui sont disponibles. Je vais partager mon écran juste encore une petite seconde. Alors voilà, donc demain, vous allez recevoir un courriel de suivi. Il y aura, sur ce courriel de suivi, il y aura un petit questionnaire et je vais vous demander de bien vouloir le remplir. Et ça nous permet d'améliorer nos sessions, de voir ce qu'on fait bien et ce qui peut être amélioré, etc. Et il y a aussi ce lien aux ressources de la FEO où vous allez trouver l'enregistrement de cette session,
Vous allez également trouver l'enregistrement des sessions précédentes, etc. Et comme je vous ai expliqué, vous pouvez faire des recherches avec différents critères, mais notamment avec le nom des présentateurs. Donc, et ça permet de présentateurs et présentatrices. Et donc, ça permet de retrouver des choses qui ont été présentées dans le passé. Et alors, comme Camille l'a souligné il y a quelques minutes, on a encore plusieurs présentations. J'ai mis ici les 3 prochaines. Demain, on a Zoe Flatman et Rachel de nouveau qui vont nous présenter le même sujet qu'aujourd'hui, mais en anglais. Et je pense qu'on aura une audience un peu plus importante puisqu'on a une trentaine de personnes qui se sont enregistrées pour cette session de demain. Pas plus important, mais plus grand peut-être. Oui, je veux dire plus importante en nombre, pas plus importante pas du en tout. Qualité. Ici. En qualité, ni pas du tout. Je voulais dire plus importante en nombre. Et alors, aussi le 9 février, Camille sera de retour de nouveau pour une présentation en français, démocratie et compétences numériques. Et puis, Camille, de nouveau, sera de retour le 16 février, donc à chaque fois, c'est un mardi à 4 heures, avec les élections en chiffres. Donc, on aura encore 2 présentations de Camille d'ici la fin du mois de février. Donc, voilà, je vais terminer la session d'aujourd'hui. Et en vous remerciant tous d'avoir participé. Et ça m'a fait plaisir de revoir certains visages familiers avec lesquels j'ai déjà travaillé dans le passé, et évidemment Camille et Rachel aussi que je connaissais. Et alors Cara et Louis-Philippe, on est très contents et on espère vous voir peut-être demain ou alors certainement le 9 février et le 16 février. Donc ce sont les 2 présentations en français que Camille fera donc, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. OK. Merci à vous. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci de votre participation. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci.